Un père et son jeune fils sont partis pour un week-end de célébration d'anniversaire à faire du cyclisme tout-terrain dans les escarpés Vosges, mais ils ne sont jamais revenus des sentiers. Pendant 5 ans, leur famille n'a été confrontée qu'au silence, tandis que l'affaire refroidissait, devenant un mystère local troublant. C'est alors qu'un randonneur solitaire, explorant un canyon isolé à des kilomètres de là, a aperçu quelque chose coincé dans une paroi de falaise de 50 mètres. Une découverte si étrange qu'elle a relancé l'enquête et révélé une vérité bien plus sombre qu'un simple accident. L'anxiété ne s'est manifestée qu'au retour à la maison. C'était l'après-midi du 15 juillet 2017, et Claire Dubois naviguait sur les routes familières, s'éloignant de l'hôpital d'Épinal. Le stress résiduel d'un service d'infirmière de 12 heures s'estompait lentement. Elle attendait que son téléphone sonne. C'était une routine. Chaque fois que son mari, Antoine, et leur fils, Lucas, partaient pour une de leurs aventures, la journée se terminait toujours par un appel de contrôle. Mais alors qu'elle s'engageait dans l'allée de leur maison, le silence dans la voiture semblait plus lourd, plus significatif que d'habitude. Antoine Dubois, âgé de 37 ans, et Lucas, âgé de 12 ans, se trouvaient à près de 300 km, au cœur des montagnes des Vosges, près du lac de Gérardmer. Ce n'était pas un simple week-end ordinaire, c'était le voyage d'anniversaire de Lucas, minutieusement planifié par Antoine. Le cyclisme tout-terrain était leur langage commun, une passion qui les unissait étroitement. Antoine, un amateur passionné le week-end, était un expert chevronné avec plus d'une décennie d'expérience, un homme qui gagnait sa vie en concevant et développant des sentiers professionnels de cyclisme tout-terrain. Il comprenait les risques, respectait le terrain et se préparait toujours avec soin. Il avait conçu ce voyage pour être un mélange parfait de défis et de célébration. Il devait passer 2 jours à parcourir certains des sentiers techniques les plus réputés de la région de Gérardmer, ponctué par un séjour dans un confortable complexe hôtelier équipé d'une piscine chauffée, un luxe que Lucas avait expressément demandé. Claire, qui ne partageait pas leur passion pour les descentes abruptes et les hautes vitesses, était restée à la maison. Leur dynamique familiale était très soudée, souvent décrite par leurs amis comme idyllique. Ce voyage témoignait de la dévotion d'Antoine envers son fils. Dans leur maison silencieuse, Claire vérifia à nouveau son téléphone, aucun appel manqué, aucun message. Elle savait qu'il s'était enregistré à l'hôtel ce matin-là. Antoine avait envoyé un message rapide confirmant leur arrivée avant de s'équiper et de partir sur les sentiers. Ils étaient censés être de retour au crépuscule, probablement épuisés, poussiéreux, prêts à dîner et à nager. À mesure que la soirée avançait, Claire rationalisa l'absence de communication. Gérardmer était isolé. Le réseau mobile était notoirement instable sur les sentiers les plus reculés. Peut-être était-il rentré plus tard que prévu, avait pris un croque-monsieur rapide et se prélassait déjà dans la piscine chauffée de l'hôtel. Leurs téléphones oubliés dans la chambre. Elle décida de ne pas s'inquiéter. Ils étaient compétents, ensemble, et Antoine était méticuleux en matière de sécurité. Elle se coucha, supposant qu'elle se réveillerait avec un message vocal plein d'excuses et de récits enthousiastes de leur journée. Le 16 juillet apporta une pression différente. Claire était de retour à l'hôpital pour un autre service exigeant. Le travail était prenant, nécessitant toute son attention, mais le silence persistant d'Antoine et de Lucas commença à ronger les bords de sa concentration. Elle envoya un autre message pendant sa pause déjeuner. Il resta non livré. Elle tenta d'appeler. La ligne passa directement sur la messagerie vocale. En milieu d'après-midi, sans avoir encore reçu de nouvelles, les rationalisations de la veille commencèrent à s'effondrer. Il était totalement inhabituel qu'Antoine reste injoignable aussi longtemps. À la fin de son service, l'anxiété qui bouillonnait toute la journée se transforma en une peur aiguë. Assise sur le parking de l'hôpital, encore en tenue médicale, elle composa le numéro de l'hôtel près de Gérardmer. La conversation commença de manière routinière. Madame Sophie, à la réception, confirma qu'Antoine Dubois et son fils s'étaient enregistrés la veille au matin, mais lorsqu'elle demanda à être mise en relation avec leur chambre, il y eut une pause. L'employé vérifia le système. Selon le registre, les cartes d'accès n'avaient pas été utilisées depuis l'enregistrement initial.
Le service de ménage rapporta que la chambre était intacte, les lits inutilisés, les bagages intacts. Antoine et Lucas étaient arrivés, s'étaient équipés et étaient partis sur les sentiers, mais ils n'étaient jamais revenus. Cette prise de conscience frappa Claire avec une force physique. Son mari et son fils n'étaient pas en train de se détendre au bord de la piscine. Ils avaient apparemment disparu au flanc d'une montagne. Ils étaient portés disparus depuis plus de 24 heures. Elle contacta immédiatement la gendarmerie locale de la région de Gérardmer. Signalant la disparition de son mari et de son fils, elle fournit les détails nécessaires, décrivit l'expérience d'Antoine, leur itinéraire prévu du mieux qu'elle le connaissait, et leur équipement. Les autorités demandèrent une photo récente. Claire leur envoya par email une photo prise quelques semaines plus tôt sur un autre sentier. L'image montrait un Antoine souriant avec un casque bleu et des lunettes de soleil à verre rouge aux côtés de Lucas, qui portait un casque blanc et rouge et des lunettes orange, posant fièrement avec sa bicyclette tout-terrain à suspension intégrale rouge et blanche, son ressort arrière blanc clairement visible. La bicyclette d'Antoine, de couleur cyan, était partiellement visible. C'est cette image qui fut diffusée, marquant le début de la recherche du père et du fils disparus. La mobilisation autour du lac de Gérardmer fut immédiate et massive. Les montagnes des Vosges, bien qu'offrant des vues spectaculaires, forment un labyrinthe de falaises de granit, de forêts denses et de terrains traîtres. Lorsque la gendarmerie du département des Vosges reçut le signalement de Claire Dubois, l'urgence était palpable. Un enfant était porté disparu aux côtés d'un adulte expérimenté, et la fenêtre pour un sauvetage réussi, la période critique de 48 heures, commençait déjà à se refermer. La première tâche cruciale pour les coordinateurs de recherche et de sauvetage, SAR, fut d'établir un point de départ. Cela vint relativement vite. Aux premières heures du 17 juillet, le véhicule d'Antoine Dubois, une Citroën Berlingot, fut localisé au point de départ populaire du sentier circuit des Crêtes. Il était garé normalement, verrouillé, sans signe d'altération. Une inspection superficielle ne révéla rien d'inhabituel à l'intérieur, aucun signe de lutte, aucune note laissée. Seuls les objets typiques d'un voyage de week-end confirmaient leur point d'entrée dans la zone sauvage. Mais le circuit des Crêtes était un carrefour, une artère centrale reliant un vaste réseau de sentiers s'étendant sur des centaines de kilomètres carrés de campagne accidentée. La complexité de la recherche fut amplifiée par le profil des victimes. Antoine Dubois n'était pas un touriste qui pourrait s'égarer sur un chemin principal et se perdre. C'était un concepteur professionnel de sentiers, un homme qui lisait la topographie comme une langue et possédait des compétences de pilotage d'élite. Cette expertise rendait paradoxalement la recherche plus difficile. Alors qu'un novice pourrait être retrouvé près des sentiers principaux, Antoine et Lucas, qui étaient également très compétents pour un enfant de 12 ans, étaient capables d'accéder aux itinéraires les plus isolés, techniques et dangereux de la région. La zone de recherche était donc exponentiellement plus vaste et bien plus périlleuse. Les coordinateurs de SAR durent adopter une stratégie basée sur les capacités d'Antoine. Ils devaient penser comme Antoine. Ils supposèrent que si un accident s'était produit, il ne serait pas sur un sentier facile, mais sur un segment à haut risque, une descente abrupte où les vitesses pouvaient dépasser les 50 km/h, une crête étroite avec une exposition importante où un moment d'inattention pouvait être fatal, ou une caractéristique rocheuse technique nécessitant précision et engagement. La recherche se concentra sur les itinéraires de niveau expert, ceux qui repoussaient les limites de la compétence et de l'endurance. L'ampleur de l'opération était immense. L'air était empli du bourdonnement constant d'hélicoptères équipés de technologies d'imagerie thermique. Ils survolaient à basse altitude selon des motifs en grille au-dessus des crêtes et des canyons, scrutant le paysage à la recherche de toute signature thermique indiquant une présence humaine ou d'un éclat de couleur inhabituel. Le jaune vif de leur maillot, le cyan de la bicyclette d'Antoine, le rouge et blanc distinctif de celle de Lucas. Au sol, des équipes composées d'alpinistes expérimentés, de cyclistes experts locaux bénévoles et de personnel de SAR commencèrent le processus épuisant de couvrir le terrain. Ils cherchaient des indices très précis. Dans les conditions sèches et poussiéreuses de la mi-juillet, un accident à haute vitesse devrait laisser une marque sur le sol. Ils cherchaient de longues traces de dérapage indiquant une perte soudaine de contrôle, un sol perturbé où un cycliste aurait pu tomber du sentier,
des points d'impact sur des arbres ou des rochers, ou les débris typiques accompagnant un accident majeur, composants cassés, casques ou équipements abandonnés. Le deuxième jour de recherche apporta une information cruciale. Les enquêteurs localisèrent 2 randonneurs, Paul et Julien, qui se souvenaient distinctement avoir vu le duo vers 14 h le 15 juillet. Ils avaient été aperçus près d'une intersection menant à la descente des Aiguilles, un sentier de niveau expert à haute altitude, réputé pour sa difficulté technique et son exposition sévère. Les randonneurs se rappelaient avoir été impressionnés par la confiance de l'enfant sur un terrain aussi difficile. Ils rapportèrent que le père et le fils semblaient énergiques, bien équipés et parfaitement à l'aise. Ils se déplaçaient à un rythme soutenu, apparemment engagés dans rien d'autre qu'une sortie exigeante de l'après-midi. Cela devint la dernière observation confirmée. L'attention se resserra intensément sur la descente des Aiguilles. C'était un territoire accidenté et impitoyable. Des équipes techniques spécialisées dans les cordes furent déployées pour fouiller les pentes abruptes et les falaises sous le sentier. Ils descendirent en rappel dans des ravins profonds, utilisant des jumelles puissantes pour scruter le paysage en contrebas, cherchant tout ce qui semblait hors de place dans l'immense étendue de granit et de pin. L'effort physique était épuisant, mené sous le soleil implacable de haute altitude, où la déshydratation et la fatigue étaient des menaces constantes pour les chercheurs eux-mêmes. Pourtant, malgré l'effort concentré, la recherche ne donna rien de tangible. La zone sauvage n'offrait rien. Les sentiers montraient une utilisation typique, mais aucun signe d'un événement catastrophique qui aurait été nécessaire pour incapaciter simultanément 2 cyclistes expérimentés. Pas de bouteilles d'eau, pas d'emballage de barres énergétiques, pas de traces de pneus suggérant un arrêt soudain ou une chute. L'absence totale de preuves était déconcertante et profondément troublante pour les équipes de recherche. Comment 2 personnes, avec 2 grandes bicyclettes tout-terrain aux couleurs vives, pouvaient-elles disparaître sans laisser la moindre trace? Les bicyclettes tout-terrain sont robustes, mais dans un accident grave, elles se brisent. L'équipement se disperse. La nature sauvage conserve généralement des preuves de traumatisme. Ici, il n'y avait que le silence. Claire Dubois arriva à Gérardmer 48 heures après la disparition. Le centre de commandement, un tourbillon de cartes topographiques, de communications radio et de personnel épuisé, devint le point focal de son attente angoissante. L'urgence abstraite de la recherche se transforma en une tragédie humaine viscérale avec sa présence. La famille était connue pour être exceptionnellement unie, décrite par les amis comme l'idéal d'une famille moderne. La dévastation de Claire était absolue. Elle fournit aux enquêteurs des informations détaillées sur les habitudes de conduite d'Antoine, ses préférences spécifiques en matière d'équipement et les compétences en développement de Lucas, tout ce qui pourrait aider à resserrer les paramètres de recherche. Mais sous sa coopération, Claire luttait en privé contre un poids écrasant de culpabilité. Le retard à signaler la disparition, la nuit où elle avait attendu en supposant qu'ils allaient bien, la hantait sans relâche. Elle revivait sans cesse sa décision d'aller se coucher, rationalisant leur silence. Dans les opérations de SAR, elle ne pouvait se débarrasser de la pensée torturante que si elle avait appelé l'hôtel le soir du 15, si elle avait donné l'alarme des heures plus tôt, peut-être qu'Antoine et Lucas auraient été retrouvés blessés mais vivants. Cette culpabilité, notèrent les enquêteurs, était un courant sous-jacent implacable à sa douleur, une torture privée que l'incertitude continue amplifiait. À mesure que les jours devinrent une semaine, la probabilité de survie diminua rapidement. Les théories évoluèrent. Bien qu'un accident restait l'explication la plus plausible, l'absence d'un site d'accident ouvrit la porte à d'autres possibilités plus sombres. Les attaques d'animaux sauvages furent envisagées mais écartées. Une attaque capable de neutraliser 2 personnes aurait laissé des preuves significatives. Une disparition volontaire fut écartée par tous ceux qui connaissaient le dévouement d'Antoine envers sa famille. L'enlèvement semblait le scénario le moins probable sur un sentier de montagne isolé, mais il ne pouvait être totalement exclu. Après 3 semaines de recherche exhaustive, le terrain avait été couvert à plusieurs reprises, les ressources s'épuisaient, et l'espoir s'évanouissait. L'opération de recherche active fut officiellement réduite. La disparition d'Antoine et Lucas Dubois devint un mystère local troublant, l'histoire de 2 cyclistes qui s'étaient lancés sur la descente des Aiguilles et n'avaient plus jamais été vus.
L'affaire ne se contenta pas de refroidir, elle se figea solidement. Pendant 5 ans, l'affaire Dubois resta un énigme douloureux, un dossier rangé dans l'unité des cas froids, symbolisant un manque profond et troublant de réponse. Claire Dubois continua de vivre dans l'ombre de ce jour de juillet, piégée dans une douleur ambiguë, incapable de faire son deuil, incapable d'avancer. La vaste zone sauvage autour de Gérardmer gardait ses secrets, les sentiers qu'Antoine et Lucas aimaient semblant indifférents à la tragédie qu'ils dissimulaient. L'enquête fut suspendue en attendant un indice qui semblait de plus en plus improbable. L'indice arriva non pas d'une enquête renouvelée, d'un détail rappelé ou d'une avancée technologique, mais par pur hasard, dans un lieu éloigné de l'endroit où la recherche initiale s'était concentrée. C'était en août 2022. Étienne Laurent était un homme en quête de solitude dans la beauté brute du haut désert. Randonneur solitaire expérimenté, il s'aventurait souvent hors des sentiers battus, naviguant dans la campagne isolée avec une carte et une boussole. Il explorait alors un système de gorges désolées et arides, à de nombreux kilomètres au sud-est du circuit des Crêtes. Ce paysage différait des forêts de pins où la recherche s'était concentrée. Il se caractérisait par des falaises abruptes et érodées de roches brun clair et de terre compactée. Un terrain escarpé sculpté par la rivière sinueuse au fond des gorges. C'était un environnement d'exposition et d'isolement. Étienne marchait près de la base d'une immense paroi de falaise, cherchant un lieu de campement sûr, loin des zones potentielles d'inondation soudaine. La falaise s'élevait à environ 50 mètres au-dessus de lui, une paroi pure de roches stratifiées et instables. Le soleil de l'après-midi était dur, cuisant le paysage et projetant des ombres complexes sur la surface texturée. L'air était immobile et lourd de l'odeur de la terre sèche. En s'arrêtant pour boire, scrutant les hauteurs de la paroi des gorges de la Loue, un éclat de quelque chose d'inhabituel attira son attention. C'était un scintillement de couleurs et de lumière qui ne correspondait pas au brun monotone de la paroi rocheuse, située peut-être à 15 mètres sous le bord. Il plissa les yeux, essayant de donner un sens à la forme, mais la distance et l'éblouissement rendaient cela difficile. Supposant qu'il pouvait s'agir de débris anciens ou de déchets emportés par une tempête, Étienne détacha une paire de jumelles compactes de son sac à dos. Il focalisa les lentilles sur l'anomalie. Ce qu'il vit était si étrange, si totalement hors de place, qu'il lui fallut plusieurs instants pour que son cerveau traite l'image. Coincé verticalement dans une fissure profonde et étroite de la paroi de la falaise, il y avait 2 bicyclettes tout-terrain. Elles étaient empilées l'une sur l'autre, fermement encastrées dans la crevasse comme si elles étaient tombées du ciel et s'étaient incrustées dans la roche. Étienne était un homme de terrain expérimenté. Il comprenait les réalités de la nature. On ne jetait pas simplement des bicyclettes tout-terrain haut de gamme dans un endroit aussi isolé. Sa première pensée fut un accident. Il savait qu'un sentier passait près du bord des gorges en haut. Peut-être les cyclistes étaient-ils tombés du bord, mais l'emplacement était profondément étrange. Elles n'étaient pas éparpillées sur la pente de débris en bas. Elles étaient suspendues en hauteur, piégées dans la roche comme une sculpture étrange. Il regarda de plus près à travers les jumelles, ajustant la mise au point pour capturer les détails. Son sentiment d'isolement fut soudain remplacé par une inquiétude croissante. La bicyclette du bas était incontestablement rouge et blanche, éclatante. Il pouvait voir distinctement un ressort de suspension arrière blanc, une caractéristique spécifique qui se détachait nettement contre le fond poussiéreux. Au-dessus, partiellement obscurcie par l'ombre, se trouvait une bicyclette de couleur cyan. Elles étaient couvertes d'une épaisse couche de poussière et de saleté, ayant clairement passé un temps considérable là-haut, mais elles étaient reconnaissables comme des machines de haute qualité. La scène semblait profondément anormale à Étienne. La physique semblait improbable pour un accident. Si 2 cyclistes étaient tombés, les chances que les 2 bicyclettes se coincent dans la même fissure étroite étaient astronomiques. Cela ressemblait moins aux conséquences d'une chute qu'à un abandon volontaire depuis le sommet. Il visualisa le scénario, quelqu'un jetant les bicyclettes par-dessus le bord, espérant qu'elles tombent au fond des gorges ou dans la rivière en contrebas, mais par un hasard incroyable, elles s'étaient accrochées dans la fissure. Si les cyclistes étaient tombés, ils auraient dépassé la fissure, rendant la situation inquiétante. Reconnaissant que cette section isolée des gorges de la Loue voyait rarement des visiteurs et que cette découverte pouvait être significative,
Étienne marqua soigneusement les coordonnées GPS. Il prit plusieurs photographies, se rapprochant autant que possible. Il ressentit un besoin urgent de signaler cela, une urgence qui éclipsa son désir de solitude. Puis il entama une longue marche vers le point le plus proche où il pourrait capter un signal mobile. Il appela la gendarmerie locale et rapporta la découverte, soulignant l'étrangeté de l'emplacement et son inquiétude que cela puisse être lié à un incident grave. La réponse initiale des autorités fut mesurée. Il recevait fréquemment des appels concernant des équipements abandonnés, et l'endroit décrit par Étienne était difficile d'accès. Un gendarme fut envoyé le lendemain matin pour vérifier le rapport. Après avoir marché jusqu'aux gorges avec Étienne, le gendarme fut confronté à la même vision surréaliste. L'impact visuel était indéniable. Il photographia la scène de manière extensive, utilisant un objectif puissant pour zoomer sur les détails des bicyclettes. Le gendarme convint que la situation était hautement inhabituelle, mais récupérer les bicyclettes serait une opération complexe et dangereuse. Ce n'était pas une tâche à entreprendre à la légère s'il s'agissait simplement de biens abandonnés. Le gendarme retourna à la gendarmerie avec les photographies, avec l'intention de rédiger un rapport et de discuter de la logistique de récupération. De retour à la gendarmerie, la procédure consistait à vérifier les rapports de biens volés ou disparus dans la région. Les photographies furent téléchargées et comparées aux cas actifs et froids de personnes disparues impliquant des activités de plein air dans la région de Gérardmer. C'était une vérification de routine. On ne s'attendait pas à ce qu'elle donne des résultats significatifs, compte tenu de l'âge apparent des bicyclettes. Le système trouva une correspondance presque immédiatement. L'atmosphère à la gendarmerie changea instantanément. Les gendarmes sortirent le dossier de l'affaire froide d'Antoine et Lucas Dubois. Ils regardèrent la photographie fournie par Claire 5 ans plus tôt, montrant le père et le fils souriant avec leur équipement. Ils la comparèrent aux images prises dans les gorges. Le cadre distinctif rouge et blanc, la configuration spécifique du ressort de suspension blanc et la bicyclette cyan contrastante correspondaient parfaitement. Ce n'était pas un équipement abandonné, c'étaient des pièces clés de preuve dans la disparition de 5 ans. La découverte relança instantanément l'affaire froide, mais approfondit également le mystère. Comment les bicyclettes s'étaient-elles retrouvées coincées dans une paroi de falaise à des kilomètres de l'endroit où le duo avait été vu pour la dernière fois, et où étaient les cyclistes? L'identification positive des bicyclettes transforma les gorges de la Loue d'un paysage désolé en une scène de crime critique. L'hésitation initiale concernant la difficulté de récupération fut remplacée par une mobilisation urgente de ressources. C'était le premier indice tangible dans l'affaire Dubois en 5 ans, et préserver l'intégrité des preuves était primordial. L'emplacement, cependant, restait un obstacle redoutable. Les bicyclettes étaient encastrées dans une paroi de falaise escarpée et érodée, inaccessible depuis le bas et dangereuse à atteindre depuis le sommet. Une équipe de secours technique spécialisée, expérimentée dans les opérations de récupération à haut angle, fut réunie et arriva au bord des gorges à l'aube du lendemain. Le terrain lui-même représentait un danger significatif. La terre compactée et la roche stratifiée formant la falaise étaient instables, sujettes à s'effondrer sous le poids ou les vibrations. L'air était tendu par la gravité de la situation et le danger physique impliqué. L'équipe dut établir des points d'ancrage sécurisés loin du bord, utilisant des caractéristiques naturelles du terrain plus stable de la plateau, reconnaissant que le bord de la falaise lui-même ne pouvait être fiable. L'opération de récupération fut lente, méthodique et dangereuse. 2 techniciens descendirent en rappel la paroi de 50 mètres, suspendue de manière précaire, tandis que des débris meubles pleuvaient occasionnellement autour d'eux, résonnant contre les parois des gorges. Leur objectif principal était de sécuriser les bicyclettes et de documenter leur position in situ avec des photographies haute résolution avant de tenter de les déplacer. Tout mouvement imprudent pourrait déloger les bicyclettes, les envoyant s'écraser au fond des gorges et détruisant potentiellement des indices médico-légaux cruciaux. Suspendus par des cordes, les techniciens travaillèrent délicatement. Les bicyclettes étaient fermement coincées dans la fissure étroite, la pression de la roche les maintenant solidement en place. Il devint évident que la force de l'impact avait été significative. Il fallut plusieurs heures de manipulation prudente à l'aide d'outils de levier et de cordes stabilisatrices pour les libérer de l'emprise de la roche.
Le processus fut minutieux, chaque mouvement calculé pour préserver l'intégrité des objets. Une fois libérées, elles furent sécurisées dans des harnais spécialisés et lentement, soigneusement descendues aux enquêteurs qui attendaient anxieusement à la base de la falaise. Une fois les bicyclettes sur la terre ferme, l'examen médico-légal commença immédiatement sur place avant leur transport. Elles étaient très usées. Le métal rouillé et les composants en caoutchouc dégradés par 5 ans d'exposition au climat rigoureux du désert alpin, aux chaleurs intenses de l'été et aux hivers glaciales, mais elles étaient remarquablement intactes. L'évaluation initiale se concentra sur l'identification de la cause de la chute. Les enquêteurs cherchèrent des signes typiquement associés à un accident à haute vitesse ou à un cycliste perdant le contrôle et tombant d'un bord. Ils s'attendaient à trouver des cadres fissurés, des roues sévèrement tordues ou des guidons pliés à des angles anormaux par un impact soudain et violent sous le poids d'un cycliste. Bien que les bicyclettes présentaient certainement des dommages, des rayures, des bosses et des plis cohérents avec une chute sur une distance significative et un impact dans la fissure rocheuse, les dommages structurels catastrophiques associés à un accident de conduite étaient notablement absents. Le profil des dommages suggérait que les bicyclettes étaient tombées librement dans l'air avant l'impact. Plus important encore, les spécialistes médico-légaux effectuèrent une recherche exhaustive d'indices biologiques. Si Antoine et Lucas avaient été sur les bicyclettes lorsqu'elles étaient tombées de la falaise, il y aurait presque certainement des preuves de traumatisme transférées à l'équipement. Ils utilisèrent des sources de lumière alternatives et des réactifs chimiques pour examiner les guidons, les selles, les pédales et les points d'impact, cherchant du sang, des tissus ou des fibres de leurs vêtements. Ils n'en trouvèrent aucun. Les bicyclettes étaient dépourvues de tout matériel biologique discernible des victimes. Bien que 5 ans d'exposition puissent dégrader les preuves, les espaces étroits et les joints des bicyclettes protégeaient généralement certains matériaux. L'absence était marquante. Les preuves combinées suggéraient fortement une conclusion troublante. Les bicyclettes n'étaient pas montées lorsqu'elles avaient quitté le sommet de la falaise. Elles étaient tombées du bord sans Antoine ni Lucas. Cette réalisation força une réévaluation complète de la scène. Les enquêteurs tournèrent leur attention vers la topographie et la physique de la chute. Une équipe d'experts, incluant des spécialistes de la reconstruction d'accidents et des physiciens, analysa le sommet de la falaise, la trajectoire et la fissure étroite où les bicyclettes avaient atterri. Le bord de la falaise était relativement dégagé, avec un sentier passant à proximité. Les experts analysèrent la mécanique nécessaire pour qu'un accident entraîne Antoine et Lucas à quitter la falaise au même moment précis, au même endroit exact, et avec la trajectoire précise nécessaire pour atterrir dans cette fissure spécifique et étroite. Cela fut considéré comme une impossibilité statistique. La probabilité était infinitésimale. Compte tenu de l'expertise d'Antoine, le scénario était encore plus absurde. Ce n'était pas un cycliste qui commettait des erreurs imprudentes, surtout en présence de son fils. Les spécialistes de la reconstruction conclurent que les preuves étaient totalement incompatibles avec une chute accidentelle. La seule explication plausible était que les bicyclettes avaient été jetées intentionnellement depuis le sommet de la falaise. L'enquête se concentra alors sur l'intention probable derrière un tel acte. À la base de la falaise, le fond des gorges menait à la Loue, une rivière à courant rapide, suffisamment profonde par endroits, surtout pendant la fonte printanière, pour emporter de gros objets. Une théorie émergente était glaçante et directe. Quelqu'un avait tenté de se débarrasser des bicyclettes en les jetant dans la rivière, avec l'intention qu'elles soient emportées ou cachées pour toujours dans les eaux profondes. Le fait qu'elles se soient coincées dans la fissure était un incroyable hasard physique, une coïncidence qui préserva les preuves contre toute attente. Cela changea fondamentalement la nature de l'enquête. Ce n'était plus une affaire de personnes disparues ancrées dans un présumé accident. C'était désormais sans équivoque une enquête sur un homicide suspect. Avec cette nouvelle compréhension, la zone autour de la falaise devint l'objet d'une recherche intense. Si les bicyclettes avaient été jetées depuis le sommet, peut-être l'incident réel s'était-il produit à proximité. Le sentier au sommet fut examiné minutieusement à la recherche de toute preuve résiduelle d'une lutte, mais 5 ans d'exposition et d'érosion avaient stérilisé la zone. Simultanément, la rivière en contrebas fut ciblée. Si le coupable avait eu l'intention que les bicyclettes atterrissent dans la rivière,
il était hautement probable que les corps d'Antoine et de Lucas aient subi le même sort. Des équipes de plongeurs, accompagnées d'équipements sonars avancés, furent mobilisées. Ils scannèrent systématiquement le lit de la Loup, naviguant dans les eaux froides et les courants puissants. Les plongeurs investiguèrent les anomalies détectées par le sonar, sondant les profondeurs troubles à la recherche de tout signe de reste. La recherche dans la rivière fut extensive, couvrant des kilomètres en aval, mais malgré la technologie et l'effort exhaustif, ils ne trouvèrent rien. La découverte des bicyclettes avait confirmé les soupçons de jeu déloyal, mais n'avait pas rapproché les enquêteurs de la localisation d'Antoine et Lucas. Avec les preuves physiques suggérant fortement un acte délibéré et la recherche exhaustive des gorges n'ayant révélé aucun reste, l'enquête pivota du terrain vers les victimes. La découverte des bicyclettes avait brisé l'hypothèse d'un accident, obligeant les détectives à examiner la vie d'Antoine Dubois à travers le prisme d'un possible homicide. Qui aurait le mobile, l'opportunité et la cruauté nécessaires pour faire disparaître un père et son fils? Et ensuite tenter une dissimulation aussi calculée des preuves. L'enquête initiale de 2017 avait dépeint Antoine comme un homme de famille dévoué et une figure respectée dans la communauté. Mais lorsque l'équipe des cas froids creusa plus profondément dans sa vie professionnelle, ils commencèrent à comprendre le monde à haut risque qu'il habitait. Antoine, un cycliste expert, était un acteur clé dans l'industrie spécialisée et étonnamment impitoyable du développement de sentiers de cyclisme tout-terrain. Ce n'était pas une question de défricher des chemins dans la forêt, c'était une industrie de plusieurs millions d'euros, portée par le tourisme, les parrainages d'entreprises et les contrats de développement foncier. En 2017, Antoine était sur le point de finaliser un nouveau projet majeur près de Gérardmer. Ce système de sentiers, soutenu par des sponsors importants, était prêt à devenir une destination internationale de premier plan. C'était une réalisation qui définirait sa carrière, promettant un succès financier significatif et une reconnaissance professionnelle. Mais dans le jeu à somme nulle du tourisme régional, le succès d'Antoine était prêt à porter un coup fatal à d'autres. Les enquêteurs se concentrèrent sur l'impact de son nouveau projet sur les entreprises existantes. Ils découvrirent que le nouveau développement devait dévaster un parc de bicyclettes plus ancien et en difficulté dans la région, connu sous le nom de Parc des Collines. Le Parc des Collines avait autrefois été une destination populaire, mais il traversait des temps difficiles, plombé par une infrastructure obsolète et une baisse du nombre de visiteurs. Le projet de pointe d'Antoine allait essentiellement détourner la clientèle restante, scellant la disparition du parc plus ancien. Le propriétaire du Parc des Collines était François Martin. François était une figure établie de longue date dans la scène locale du cyclisme. Un homme dont l'identité entière et les moyens de subsistance étaient liés au succès de son parc. L'enquête révéla une rancune profonde et latente qui avait bouilli jusqu'à devenir une hostilité ouverte. Les détectives interrogèrent des membres de la communauté professionnelle du cyclisme, très soudés, des propriétaires d'entreprises locales et des participants aux réunions de planification régionale. L'image qu'ils dressèrent était celle d'une rivalité de plus en plus toxique. François avait publiquement accusé Antoine de pratiques commerciales contraires à l'éthique, affirmant qu'il avait volé des concepts et utilisé son influence pour accélérer ses permis tout en étouffant le Parc des Collines. Les témoins rapportèrent des disputes houleuses lors de salons professionnels et de réunions communautaires, des confrontations frôlant les altercations physiques. François voyait Antoine non seulement comme un concurrent, mais comme l'architecte de sa ruine imminente. Les détectives réexaminèrent les dossiers de l'enquête initiale de 2017. François avait été brièvement interrogé. Il avait reconnu la rivalité, mais l'avait présentée comme une tension commerciale standard. Il avait fourni un alibi pour l'après-midi du 15 juillet, affirmant qu'il travaillait seul à l'entretien d'équipements dans son parc. Étant donné l'absence de preuves suggérant un acte criminel à l'époque et la forte présomption d'un accident, son alibi fut accepté sans vérification rigoureuse, et il fut écarté comme personne d'intérêt. 5 ans plus tard, cet alibi non vérifié semblait suspect à dessein. François avait un mobile puissant, né du désespoir, mais le mobile ne suffisait pas. Ils avaient besoin d'un lien physique reliant François au crime. La seule preuve physique dont ils disposaient était les 2 bicyclettes récupérées de la falaise. Elles avaient déjà subi un examen médico-légal standard, mais le détective principal ordonna une seconde révision microscopique.
Il demanda aux techniciens médico-légaux de démonter complètement les bicyclettes, vis par vis, et d'examiner chaque surface, chaque interstice sous une forte magnification. Il cherchait tout ce qui ne correspondait pas, toute preuve transférée qui aurait pu être laissée lors de l'incident. Le processus fut minutieux, prenant plusieurs jours. Les techniciens cataloguèrent méticuleusement chaque rayure et bosse, analysant la boue séchée et les débris encore incrustés dans la mécanique complexe. C'est lors de l'examen de la bicyclette Sian d'Antoine que le progrès survint. Le technicien se concentrait sur le lien de suspension arrière, un assemblage complexe et serré de pivots, de roulements et de pièces mobiles. Coincé profondément dans l'un des pivots, presque invisible à l'œil nu et négligé lors de l'examen initial, se trouvait une petite pièce métallique. Elle était rouillée et couverte de saleté, mais clairement différente des composants environnants de la bicyclette d'Antoine. Elle fut soigneusement extraite à l'aide d'outils spécialisés. L'objet était petit, circulaire et fait d'aluminium. Les techniciens du laboratoire nettoyèrent l'objet et analysèrent sa composition et son design. Ce n'était pas un fragment d'une pièce cassée, c'était un composant complet. Un expert en mécanique de bicyclette fut appelé et l'identifia. C'était un espaceur de pédales. Les espaceurs de pédales sont utilisés par certains cyclistes pour élargir leur posture sur la bicyclette, s'insérant entre la pédale et le bras de manivelle. Ils sont relativement courants, mais celui-ci était distinct. Ce n'était pas un article produit en masse. Le métallurgiste médico-légal détermina la composition spécifique de l'alliage, un aluminium de haute qualité rarement utilisé dans les composants standards. De plus, la surface montrait des marques d'usinage uniques, des sillons microscopiques laissés par les outils qu'il avait formés. Cela indiquait qu'il s'agissait d'un produit sur mesure, probablement issu d'un petit lot personnalisé. La découverte fut électrisante. Cette petite pièce d'aluminium était étrangère à la bicyclette d'Antoine. Son emplacement, profondément dans le lien de suspension, suggérait qu'elle s'était logée là lors d'un impact ou d'une lutte violente, peut-être là où une autre bicyclette avait heurté violemment celle d'Antoine. C'était le type de preuve transférée qui pouvait faire éclater une affaire, mais seulement s'il pouvait en déterminer l'origine. La recherche abstraite d'un mobile était désormais ancrée dans un indice physique. L'enquête avait désormais un objectif unique, retracer l'origine de l'espaceur personnalisé. L'enquête reposait sur cet espaceur d'aluminium rouillé. Identifier son origine devint la priorité absolue pour l'équipe d'enquête. Ce n'était pas un composant en vente libre, c'était un travail sur mesure, ce qui signifiait qu'il était traçable, mais le processus serait laborieux. Les détectives entreprirent la tâche ardue de sonder les ateliers d'usinage spécialisés à travers toute la région de Franche-Comté et des Vosges. Ils cherchaient un machiniste travaillant avec cet alliage d'aluminium de haute qualité spécifique et, plus crucial encore, capable d'identifier les marques d'outils uniques laissées sur l'espaceur. La recherche fut exhaustive et frustrante. Les détectives visitèrent des dizaines d'ateliers, des grands fabricants industriels aux petites opérations spécialisées destinées aux passionnés d'automobile et de motocyclisme. Il apportait des photographies haute résolution de l'espaceur et l'analyse métallurgique. La plupart des machinistes ne purent l'identifier. Les marques d'usinage, bien qu'uniques, nécessitaient une familiarité avec les outils et techniques spécifiques utilisés pour les créer. Des semaines passèrent avec un sentiment croissant que cet indice crucial pourrait devenir une impasse. Le progrès survint lorsque l'enquête se concentra sur des ateliers spécialisés dans le prototypage de composants de bicyclettes haut de gamme. Le monde de l'usinage de bicyclettes personnalisées est petit et spécialisé. Ils trouvèrent un petit atelier d'usinage indépendant à Besançon, dirigé par un machiniste âgé connu pour son travail de précision. Il examina les photographies de l'espaceur. Il ne reconnut pas immédiatement la pièce, mais reconnut le motif de fraisage. Il demanda les spécifications de l'alliage. Après avoir examiné les données, il commença à se souvenir du travail. Il était méticuleux avec ses registres et son équipement. Il consulta ses factures archivées et ses bons de travail de 2016 et 2017, confirmant qu'il avait produit un petit lot de ces espaceurs exacts plusieurs années auparavant. Les marques d'usinage, expliqua-t-il, étaient cohérentes avec un tour plus ancien qu'il avait depuis remplacé.
Les spécifications étaient inhabituellement précises, nécessitant une tolérance spécifique qu'il se souvenait avoir trouvée difficile à atteindre. Lorsqu'on lui demanda qui était le client, le machiniste donna le nom de François Martin. Il confirma que François était un client exigeant, pointilleux sur la configuration de sa bicyclette, et demandait souvent des composants personnalisés pour ses bicyclettes personnelles. L'espaceur trouvé coincé dans la bicyclette d'Antoine Dubois était définitivement lié à François Martin. Ce lien physique fut l'avancée dont les enquêteurs avaient besoin. Il reliait directement François Martin à la bicyclette d'Antoine Dubois au moment de l'incident. L'implication était que la bicyclette de François, équipée de ses espaceurs personnalisés, était entrée en contact violent avec celle d'Antoine, probablement lors d'une confrontation. Avec cette preuve en main, les détectives approfondirent la situation de François Martin en 2017. Les registres financiers étaient sombres. Le parc des Collines ne se contentait pas de lutter, il était condamné. Les déclarations de faillite étaient imminentes, et François était personnellement responsable de dettes importantes. Ses moyens de subsistance, son identité et son avenir financier étaient au bord de l'effondrement, et Antoine Dubois en était la cause directe. L'enquête découvrit ensuite un détail crucial et ironique qui avait été négligé dans l'enquête initiale, mais qui prenait désormais une signification profonde. Bien que François fût publiquement hostile au nouveau projet d'Antoine, il était également désespéré pour des revenus. Les enquêteurs examinèrent les contrats, les permis et les registres de travail associés au nouveau système de sentier d'Antoine et découvrirent que François Martin avait été sous-traité pour effectuer certains travaux de terrassement initiaux dans une section isolée du projet. Cette révélation fut stupéfiante. François construisait littéralement le projet qui le détruisait. Cela signifiait qu'il avait une connaissance intime du terrain isolé où le projet prenait forme. Plus important encore, cela le plaçait sur les lieux avec des machines lourdes, des excavatrices et des bulldozers, au moment de la disparition. Les détectives sortirent les plans détaillés et les registres de travail pour la construction du sentier. Ils comparèrent l'itinéraire initialement conçu par Antoine avec le sentier tel qu'il fut finalement construit. Ils cherchaient toute déviation, toute anomalie dans le calendrier de construction correspondant à juillet 2017. Ils en trouvèrent une. Les registres montraient que peu après la disparition d'Antoine et Lucas, François Martin avait soumis une demande de modification pour altérer l'itinéraire du sentier dans un secteur spécifique qu'il terrassait. La justification fournie dans les documents était des conditions de sol instables et des formations rocheuses souterraines, nécessitant que le sentier soit détourné autour d'une section de pente. Ce détour avait été approuvé sans trop d'examen à l'époque. De tels changements étaient courants dans les grands projets de construction. L'emplacement du détour était isolé, loin des points d'accès principaux et à plusieurs kilomètres de la falaise où les bicyclettes furent finalement trouvées, mais reliées par des routes de service. Armés du soupçon que le sol instable pourrait être une couverture pour quelque chose de bien plus sinistre, les enquêteurs organisèrent une opération pour fouiller la zone dont François avait détourné le sentier. En septembre 2022, une équipe d'enquêteurs, d'archéologues spécialisés dans l'analyse des perturbations du sol et une équipe de chiens de détection de cadavres arrivèrent sur le site. La zone était couverte de végétation. Désormais, le chemin inutilisé était envahi par 5 ans de croissance sauvage, rendant le terrain difficile à lire. Les chiens furent déployés pour fouiller la zone que le sentier original était censé traverser. Le terrain était ardu, couvert de broussailles denses et d'aiguilles de pin. Les chiens travaillèrent la grille systématiquement, leur maître observant attentivement tout changement de comportement. En quelques heures, l'un des chiens donna une alerte claire indiquant la présence d'une odeur de décomposition humaine. L'alerte se concentra sur une section de sol près d'un groupe de grands pins, précisément sur le chemin qu'Antoine avait conçu à l'origine, mais dont François s'était détourné. La zone fut sécurisée comme scène de crime. Une équipe d'anthropologie médico-légale fut appelée pour effectuer une excavation méticuleuse. Le processus fut lent, le sol retiré couche par couche. Le sol était dur et rocailleux. À mesure qu'il creusait plus profondément, la tension était palpable. La profondeur de la tombe potentielle suggérait qu'elle n'avait pas été creusée à la main. À plusieurs mètres de profondeur, les excavateurs heurtèrent quelque chose de solide. L'équipe procéda avec des outils manuels et des pinceaux.
Ils découvrirent les restes très dégradés d'un homme adulte. La profondeur et la compaction du sol indiquaient que l'enterrement avait été effectué à l'aide d'équipements de terrassement professionnels, compatibles avec les machines que François opérait sur le site. La montagne livrait enfin ses secrets. Les restes découverts sous la section de sentier détourné furent soigneusement exhumés et envoyés pour analyse médico-légale. Grâce au dossier dentaire, l'odontologue médico-légal confirma rapidement l'identité. C'était Antoine Dubois. Le médecin légiste détermina que la cause de la mort était un traumatisme contondant massif à la tête, infligé par un objet lourd avec un bord distinctif. Le mystère de 5 ans sur ce qui était arrivé à Antoine Dubois était résolu. Il avait été assassiné. François Martin fut arrêté à son domicile. Le parc des Collines avait fait faillite depuis longtemps, et François vivait une existence marginale, apparemment tourmenté par l'échec de son entreprise. Lorsqu'il fut confronté par les détectives, il sembla résigné. Les années à garder le secret avaient érodé ses défenses. Il fut conduit en salle d'interrogatoire, où le poids accumulé de l'enquête allait être appliqué. Les détectives présentèrent les preuves méthodiquement, construisant une narrative étanche de mobile, d'opportunités et de preuves physiques. Ils présentèrent les registres financiers démontrant son désespoir et la rivalité intense. Ils détaillèrent son implication dans le terrassement du sentier d'Antoine et l'emplacement précis où le corps fut trouvé, directement sous la section qu'il avait détournée de manière suspecte. Enfin, ils placèrent l'espaceur d'aluminium rouillé sur la table métallique entre eux, expliquant comment il avait été retracé jusqu'à sa commande personnalisée et trouvé coincé dans la suspension de la bicyclette d'Antoine. Les preuves étaient accablantes. François, réalisant l'impossibilité de sa situation, renonça à son droit à un avocat et confessa, mais l'histoire qu'il raconta était intéressée, minimisant son intention tout en admettant l'acte. Selon François, il avait organisé une rencontre avec Antoine sur le système de sentier l'après-midi du 15 juillet 2017. Il affirma que son intention était de confronter Antoine une dernière fois, de discuter du projet et de la ruine imminente du parc des Collines. Il déclara qu'il n'avait pas anticipé qu'Antoine amènerait son fils Lucas. La rencontre eut lieu dans une section isolée du sentier, près de la zone où François effectuait des travaux de terrassement. Il affirma que la conversation dégénéra rapidement en dispute. Antoine aurait rejeté les supplications de François, alimentant son désespoir et sa colère. La discussion devint physique. François raconta que pendant la lutte, leur bicyclette s'était violemment heurtée, expliquant le transfert de l'espaceur de pédales. La dispute s'intensifia rapidement. À proximité de l'endroit où il se tenait, il y avait une collection d'outils lourds pour l'entretien des sentiers, préparés pour les travaux de construction. Dans un accès de rage incontrôlable, François saisit un pulaski, un outil lourd et redoutable combinant une hache et une houe, couramment utilisé dans la construction de sentiers et la lutte contre les incendies, et le balança vers Antoine. Le coup fut fatal. Antoine s'effondra instantanément. La description de l'arme correspondait aux constatations médico-légales du traumatisme contondant. François décrivit une scène de panique et d'horreur immédiate. Il réalisa qu'il venait de tuer un homme, et l'acte avait été vu par le fils de 12 ans de cet homme. C'est ici que le récit de François concernant Lucas prit un tournant brusque et calculé. Lorsqu'on l'interrogea intensément sur le garçon, son comportement changea. Il devint évasif. Il insista sur le fait que Lucas, en voyant l'attaque violente contre son père, fut momentanément paralysé par la peur. Puis il tourna sa bicyclette et s'éloigna rapidement sur une section dangereuse et inachevée du sentier. Désespéré de fuir la scène, François affirma qu'il était focalisé sur la réalité de ce qu'il venait de faire à Antoine et que la fuite de Lucas était floue. Il maintint qu'il n'avait jamais revu le garçon. François détailla ensuite la dissimulation. Terrifié, il utilisa l'équipement de terrassement sur place pour enterrer le corps d'Antoine dans le tracé prévu du sentier. Il savait qu'il pourrait ensuite modifier l'itinéraire et dissimuler la tombe pour toujours sous prétexte de besoin de construction. Puis il s'occupa des bicyclettes, réalisant qu'elles devaient disparaître. Il affirma avoir trouvé la bicyclette de Lucas abandonnée à proximité, peut-être après que le garçon se soit écrasé ou ait fui à pied.
Il transporta les deux bicyclettes à plusieurs kilomètres jusqu'à la zone aride des gorges de la Loue. Il choisit l'endroit au-dessus de la rivière car il croyait que l'eau était suffisamment profonde et rapide pour effacer les preuves. Il les jeta par-dessus le bord, sans jamais réaliser qu'elles s'étaient coincées dans la fissure en haut de la paroi de la falaise. Les détectives écoutèrent la confession avec un scepticisme intense. Le récit de François sur le sort de Lucas semblait trop commode, une minimisation calculée de ses actions, cherchant à présenter la situation comme un simple meurtre plutôt qu'un double homicide. Les incohérences dans son histoire concernant la récupération de la bicyclette de Lucas étaient évidentes. L'enquête nécessitait une confirmation. Les autorités exécutèrent un mandat de perquisition dans la propriété de François Martin, y compris les bâtiments délabrés et les conteneurs de stockage de l'ancien parc de bicyclettes Parc des Collines. La recherche fut extensive, cherchant toute preuve liée à Lucas Dubois. Dans un vieux conteneur d'expédition rouillé utilisé pour stocker des équipements et des machines anciennes, les enquêteurs firent une découverte qui brisa le récit de François sur le garçon. Caché sous une bâche et une pile de pneus usagés, ils trouvèrent un casque de cyclisme pour enfants. Il était blanc avec des motifs rouges distinctifs. Il était identique au casque que Lucas Dubois portait sur la photographie fournie par Claire et celui qu'il portait le jour de sa disparition. La présence du casque en possession de François prouvait que Lucas n'avait pas quitté la scène avec son équipement de sécurité. François avait menti. L'implication était sombre et immédiate. François savait exactement ce qui était arrivé au garçon, et la vérité était bien plus sinistre qu'une fuite paniquée. La découverte du casque solidifia l'affaire contre François Martin. Il fut jugé et condamné pour le meurtre d'Antoine Dubois. Malgré les preuves accablantes contredisant son histoire et la présence du casque, François refusa fermement de modifier son récit concernant Lucas. Il n'offrit aucune information sur ce qui était arrivé au garçon après le meurtre d'Antoine. Il fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. La condamnation apporta une certaine justice pour Antoine, mais pour Claire Dubois, l'incertitude entourant Lucas restait un tourment sans fin. Cependant, l'enquête ne s'arrêta pas avec la condamnation. Les détectives continuèrent d'analyser les preuves, cherchant tout ce qui pourrait les mener à Lucas. Une audite médico-légale finale et exhaustive des activités de François Martin dans les semaines suivant le meurtre en 2017 fut effectuée. Ils examinèrent méticuleusement les transactions financières, les registres téléphoniques et toutes les données disponibles sur ses déplacements. Ils découvrirent une irrégularité significative, un voyage de longue distance effectué par François seulement 3 jours après la disparition, avant que la recherche initiale ne soit réduite. Les données GPS du véhicule de François, obtenues par mandat judiciaire, montrèrent qu'il avait conduit sur des centaines de kilomètres au nord, profondément dans une région isolée du massif du Jura. La destination était isolée, loin de tout centre de population majeur. En approfondissant les antécédents de François, les enquêteurs identifièrent un cousin éloigné, Michel Martin, vivant dans cette région. Une enquête supplémentaire révéla que ce cousin gérait un camp de thérapie sauvage controversé et non autorisé pour jeunes en difficulté. Ces camps étaient connus pour leur supervision minimale, leur mauvaise tenue des registres et leur fonctionnement à la limite de la légalité, acceptant souvent des enfants sans poser de questions. Une théorie glaçante émergea. Les détectives supposèrent que François, peut-être réticent à assassiner physiquement un enfant, mais ayant besoin qu'il disparaisse définitivement, avait transporté Lucas dans cette installation isolée. C'était un endroit où un enfant traumatisé pourrait être absorbé dans un système conçu pour déconstruire et reconstruire des identités. Une équipe de détectives se rendit dans le Jura pour suivre la piste. Cependant, la piste était froide. Ils découvrirent que le camp avait été fermé et abandonné des années auparavant, à la suite de répression réglementaire. La propriété était déserte. De plus, ils apprirent que le cousin de François, Michel Martin, était décédé en 2021. Il n'existait aucun registre survivant des enfants passés par le camp. Pour Claire Dubois, cette découverte finale offrit une ambiguïté douloureuse. Elle présentait la possibilité que Lucas ait pu survivre au crime initial, vivant potentiellement pendant des années sans connaître sa véritable identité.
Mais la piste s'arrêta dans le désert silencieux du Jura. Bien que justice ait été rendue pour Antoine, le destin final de Lucas resta définitivement inconnu.